RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral des GG avec l'un des nouveaux visages de l'Assemblée nationale, député La France Insoumise, élu de la première circonscription du Nord, Adrien Quatennens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous faites partie de celles et ceux qui hurlent au scandale du foot dément du fric avec l'arrivée de Neymar à Paris. Oui, bien sûr. Moi, je pense que le sport doit être réhabilité au sens noble du terme, c'est-à-dire les équipements sportifs, la pratique de sport amateur. Je suis personnellement pas particulièrement fan de foot, mais ce type de rémunération me donne pas envie de m'y pencher plus avant, puisque j'ai fait le calcul hier, je l'avais déjà évoqué sur une émission de radio. Le total de l'opération du transfert de Neymar représente 362 siècles de SMIC. Et quand on parle que de sa rémunération annuelle, les 30 millions qui nous sont annoncés, il faut savoir qu'un smicard devra travailler à peu près 2100 ans pour pouvoir gagner un an de rémunération. J'estime qu'à un moment donné, il y a une limite. L'accumulation de telles sommes d'argent qui finalement ne nous disent rien. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'entendre ces chiffres, les rémunérations folles, mais qui peut prétendre connaître ce que représente ce montant ? Que font ces gens avec tant d'argent ? On peut se poser raisonnablement la question. Moi, je me la pose en tout cas. Et à votre avis, ça a la puissance publique à intervenir dans ce monde du foot ou pas ? Clairement, je pense que là, en l'occurrence, nous, c'était notre programme. Nous sommes pour une taxation des transferts et des commissions qui sont absolument fulgurantes pour permettre notamment de financer des écoles sportives. On le sait, le sport, c'est aussi un moyen d'inclusion sociale, c'est un moyen de participer à la socialisation. C'est une pratique qui est nécessaire, mais on donne une image du sport qui est délétère. Mais je vous signale que le ministre... Un plafonnement serait peut-être mieux qu'une taxation. Plafonnement quand même. Je pense qu'on a un salaire minimum, on pourrait avoir un salaire maximum. L'action plafonnée. Oui, mais on peut en parler. 75%. Ah, magnifique. Vous avez vu ce qu'il en est resté. Absolument, c'est pour ça. Non, mais moi je pense qu'on peut effectivement partir du principe qu'il y a une limite à l'accumulation et autant on parle des fois des rémunérations de grands patrons, mais là on est quand même, c'est sans commune mesure. Enfin, les sommes sont absolument astronomiques, bien évidemment. Mais ça reste un argument quand même assez populiste et démago. Je pense qu'en tant que député, vous gagnez bien plus aussi que le SMIC, et pourtant on ne vous demande pas de vous abaisser à ce niveau de rémunération. Et donc dire que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, peut-être, mais c'est de l'argent privé qui rapporte en plus de l'argent à l'État. Donc cet argument de dire que ça coûte 2000 années de SMIC, je pense que c'est complètement populiste, et c'est à l'image de certaines interventions que j'entends à l'Assemblée nationale. Si on prend un iPhone qui coûte 700 €, est-ce que c'est acceptable d'avoir un iPhone à 700 € qui coûte quasiment un SMIC ? C'est vous qui venez de faire une très belle démonstration de démagogie, et je vous en remercie. Parce que vous êtes là en train de nier le fait que c'est absolument scandaleux. Mais pourquoi est-ce que... Attendez. Cet argent va rapporter de l'argent. Permettez-moi, parce que ce qui est démagogue dans mon explication, de dire que cet argent va rapporter de l'argent... Le ministre des Comptes publics s'en est réjoui. Oui, non, mais bien sûr. Oui, mais bien sûr. Attendons de voir. Allez-y, je vous écoute. Voilà, écoutez-moi. Ce qu'il se passe là, en l'occurrence, et quand je fais la traduction au nombre de SMIC, vous faites un procès en démagogie. Le populisme, on pourra avoir un débat là-dessus, parce que dans la bouche de beaucoup de médiacrates, le populisme est une insulte. En réalité, le populisme, c'est aussi une manière simplement de se réclamer du peuple. Ça dépend de la façon de l'utiliser. Voyez, monsieur. La façon d'utiliser le populisme est une façon assez détournée. Non, mais vous êtes détourné le débat. Bien évidemment, c'est inaudible. Vous êtes rempli de certitude et vous en avez le droit. Moi, ce que je vous dis, c'est que traduire de telles rémunérations en SMIC permet à la femme isolée qui gagne le SMIC, qui se lève tous les matins à 5 h du matin et qui est peut-être bien plus méritante qu'un Neymar, de savoir de quoi il en retourne. Mais qu'est-ce que vous savez du mérite ? C'est une manière de donner à voir ce que représentent ces rémunérations. Vous présentez en donneur de leçons, en expliquant ce qu'elle mérite. Non, c'est vous qui n'êtes donné la leçon. Moi, j'ai fait mon explication, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est vous qui nous présentez en donneur de leçons. Expliquez ce qu'elle mérite. Dans ces cas-là, nous, on est tous honteux face à la population. On gagne bien plus que la population moyenne. Et si on prend dans ces cas-là cet argument, allons en Afrique. Même le SMICard gagne plus qu'un Africain. Et vous voyez, c'est vous qui faites de la démagogie. Non, mais c'est parfait, continuez, parce que c'est un exemple même de ce que vous dénoncez. J'utilise vos arguments et votre façon d'expliquer les choses, et c'est à l'image de la France Insoumise en ce moment, qui ne propose rien, si ce n'est de la politique spectacle. Donc je ne vois pas en quoi expliquer cela prouve quoi que ce soit. Écoutez, monsieur, c'est vous le démago de la bande, là, très clairement. Moi, je peux vous répondre sur les propositions de la France Insoumise. Si on me laisse le temps de le faire, il n'y a pas de problème. Moi, c'est à l'élu que vous êtes, je vais m'adresser, puisque là, on parlait des 220 millions de Neymar, on va les laisser de côté. Mais important, quand même. Oui, mais parlons de la baisse des dotations d'État, d'autant que je suppose qu'il y a peut-être des élus de la France Insoumise ou des électeurs de la France Insoumise qui iront au Parc des Princes applaudir Neymar. Imaginez que dans le public, il y en aura. Mais parlons de la baisse des dotations d'État de 300 millions d'euros. Qu'est-ce
qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'empêcher? Parce que c'est passé par décret. Alors, quelle est votre réaction, vous? Par définition, comme c'est passé par décret, on ne peut pas faire grand-chose. Nous, ce que l'on voit surtout, c'est qu'il y avait la nécessité pour le gouvernement, c'est comme ça qu'il le présentait, d'aller vers 4 milliards supplémentaires d'économies pour boucler le budget de 2017. L'objectif est lequel? C'est d'équilibrer les comptes pour répondre à l'injonction des fameux 3% de déficit à éviter. C'est-à-dire que c'est l'espèce de totem autour duquel tout le monde danse, les 3%. Les 3% ont été fixés d'ailleurs de manière tout à fait arbitraire, c'est-à-dire que c'est assez déconnecté par la France, je vous le rappelle. Oui, bien sûr, mais attendez. C'est une attendez. française, les 3%. Mais de quelle manière? Vous avez raison. Au coin d'une Vous table, avez on sait raison, même pas pourquoi on a dit mais ça a été 3%, fixé de façon... Exactement, on ne sait pas pourquoi on est 3%. C'est vrai. Bref, tout ça pour dire que ça dicte toute la politique économique. Tout coûte cher. La question n'est pas de savoir si ça coûte cher ou pas, la question est de savoir de quoi avons-nous vraiment besoin. Les collectivités territoriales ont été déjà lourdement mises à contribution, lourdement. Et vous avez des services publics qui, en bout de course, craquent de tous côtés et qui ne tiennent plus bien souvent que parce que les fonctionnaires s'arrachent littéralement au travail. Allez voir dans certains services de santé, ce que je dis parle à tout le monde. Donc à un moment donné, alors que Macron avait dit devant les sénateurs qu'il ne toucherait pas trop aux dotations, bien évidemment l'habileté c'était qu'il parlait de 2018, 3 jours après avoir appelé les sénateurs à lui faire confiance, il y a un décret, on dit allez hop, on rabote 300 millions de plus. Moi ce que je dis c'est que ce gouvernement, Madame Pénicaud qui nous appelle à faire le pari de la confiance dans le dialogue social, Monsieur Macron qui demande aux sénateurs de faire confiance, c'est finalement les serpents K du livre de la jungle politique. Et confiance, crois en moi. En réalité, c'est de l'habileté. C'est une façade qui permet de... La dette de l'État, elle est là. Oui. Le déficit de l'État, il est là. Il existe. C'est 2000 milliards. Oui. 2200 milliards. 2200 milliards. Vous avez raison. C'est pas juste une ligne comptable, c'est réel. Vous avez raison. Sauf que vous avez raison, sauf que vos propositions. Je vais vous en parler. Parfait. Sauf qu'on rapporte toujours la dette à 1 an de production et de PIB. Si vous rapportez la dette à la durée moyenne des titres qui sont concernés, c'est à peu près 6 ou 7 ans, je crois, c'est pas aussi catastrophique que ça. Par ailleurs, la vraie question, c'est est-ce malsain par nature d'être endetté? Et pour un État, ce n'est pas le cas. Maintenant, quand bien même, moi je ne suis pas, vous le savez, partisan de la politique économique qui est menée. Mais quand bien même, j'irai dans leur sens. Il y a des marges de manœuvre colossales dans bien d'autres endroits. On rabote encore 300 millions sur les collectivités territoriales. Vous avez suivi que dans le même temps, on va réorienter l'ISF uniquement sur l'immobilier. C'est une perte de 3 milliards pour l'État. Et on va sortir les produits financiers de l'ISF. Voilà. Ça sera fait qu'en 2018. Un peu de volonté politique, quelques moyens supplémentaires, et on pourrait commencer le travail qui consisterait à récupérer les 60 à 80 milliards d'évasion fiscale, effectivement. Donc des marges de manœuvre, il y en a. C'est pas de l'évasion. Oui, d'accord. Oui, les niches. Déjà, les niches, c'est légal. C'est légal, les niches. Donc voilà, vous faites même la démonstration encore plus. Il y a des marges de manœuvre qui sont aujourd'hui les niches sur lesquelles on pourrait revenir. Et moi, je vous dis que même sur la partie illégale, l'évasion fiscale, ça représente 60 à 80 milliards par an. On pourrait faire rentrer 160 milliards, si je vous suis. Et vous êtes prêt à supprimer toutes les niches fiscales. C'est plutôt pas mal. Non, mais il y a de quoi faire. Toutes ne sont pas inutiles, par ailleurs, mais certaines méritent qu'on s'y penche. Toutes ne sont pas inutiles. Vous savez, il y a un pays, à chaque fois qu'on parle... Quand tu crées des métiers de service, c'est pas inutile. Mais pour des œuvres d'art, est-ce que c'est utile? À chaque fois qu'on parle d'évasion fiscale, on nous dit, mais si l'État appliquait une politique peut-être plus restrictive à ce niveau-là, les riches s'en iraient. Moi, je propose d'utiliser la méthode des États-Unis d'Amérique, qui est un pays communiste rouge échevelé, comme vous le savez tous, qui est la taxe fédérale. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, ce qu'ils font avec leurs contribuables, c'est que quand quelqu'un part pour raison fiscale, le fisc américain poursuit les gens jusqu'à l'étranger. Et même en France, vous avez du coup des représentants des États-Unis qui traquent avec tous les soupçons d'américanitude qu'il y a pour venir faire en sorte de payer la différence. Ça veut dire que si vous partez pour des raisons fiscales, vous payez la différence entre ce que vous payez dans le pays dans lequel vous êtes arrivé, ce que vous auriez dû payer au fisc français. Autrement dit, même sur la Lune, on vous rattrape et vous payez ce que vous devez. Donc on est face à un gouvernement qui n'a aucune volonté de faire revenir l'argent qui échappe à la France. On va voir, vous aviez tout à l'heure que M. Darmanin était réjoui de la rémunération de Neymar parce que ça allait permettre des marges de manœuvre supplémentaires. Moi, il y a un autre cas que j'observe de près, qui est le cas de Google, par exemple, avec le fait que, parce que le verrou de Bercy, d'ailleurs, qui fait que Bercy a le monopole des poursuites sur l'administration fiscale, on en est réduit maintenant au fait que des multinationales peuvent négocier leur impôt. Je ne sais pas, est-ce que vous négociez votre impôt, par exemple, autour de la table avec M. Darmanin? Les grandes multinationales, c'est comme ça qu'elles font. Donc, à un moment donné, non seulement il y a le problème de l'hyperaccumulation et de l'injustice fiscale aussi. La France n'est pas seule, elle est elle est en Europe, elle est dans la mondialisation, ça c'est un fait. C'est pas un choix que l'on a fait. C'est là, ça existe, chacun a ses règles malheureusement, ça manque d'harmonisation et donc la France est obligée de faire en fonction de la concurrence qui est face à elle, du marché qui est face à elle. Quoi. Vous avez raison, mais la France peut être aux avant-postes d'une autre politique
politique et faire en sorte, parce que c'est une puissance mondiale, une puissance européenne, d'influer sur les autres. Vous savez, même nous, avec le programme qu'on propose, on sait très bien qu'on ne pourrait pas mener ce programme en autarcie. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que depuis des années, on parcourt les pays européens. On avait par exemple fait le sommet du plan B en Europe avec tous les pays européens pour s'assurer justement que le jour où des gens comme nous viendraient au pouvoir, on puisse mener cette politique à une autre échelle que simplement française. On sait que ce serait Vous n'y êtes pas au pouvoir. On n'y est pas encore. Vous êtes même en minorité. Vous avez 15 députés à l'Assemblée nationale. 17, oui. Et donc, vous n'avez toujours pas digéré, j'ai l'impression, intégrer votre défaite de la présidentielle et votre faible score aux législatives. Moi, j'en parlais encore hier de la défaite à la présidentielle. Bon, c'est sûr qu'on peut souligner le score historique. C'était un beau score. Beaucoup de commentateurs s'accordent à dire que la campagne de Jean-Luc Mélenchon a été une très belle campagne. Nous avons réussi à nous adresser aux Français par-delà même certains clivages politiques. La manière dont nous avons fait campagne, moi je l'ai vu, beaucoup de gens sont venus nous voir. Vous êtes arrivé 4e. Oui, enfin, c'est une réalité. Enfin, si on t'avait dit qu'il ferait le score qu'il a fait au début de la campagne, tu aurais eu du mal à le croire. Non mais attendez, 000 voix du deuxième tour. Oui, je ne suis pas en train de vous dire. Mais ça m'a pas échappé. Nous n'avons pas gagné la Coupe d'Europe cette année. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine tu vas pas la gagner? Non, mais si tu veux, tu n'y es pas. Nous n'avons pas gagné, certes, mais nous avons fait une belle campagne. Nous avons fait reculer le Front National. Et nous sommes la force politique qui a sans doute fait le plus reculer le Front National. Pas à la hauteur historique. Bien sûr, il ne recule pas à la hauteur de ce que nous voudrions. Mais justement, comment l'expliquez-vous le fait d'avoir fait reculer le Front National? Comment je l'explique? Tout simplement parce que nous avons compris, nous, une chose, c'est que nous ne nous adressons pas simplement aux gens qui sont déjà convaincus par notre famille politique. C'est le grand clivage stratégique que nous avons eu avec certains partis de gauche dans cette campagne, c'est que notre stratégie n'était pas celle du rassemblement de la gauche, fût-elle radicale. On est sur une stratégie... L'avoir fait reculer, ça veut dire qu'il y avait une porosité sur certaines propositions. Non, ça veut dire que c'est allé vers vous plutôt que sur le Front National. Notamment sur l'Europe. Non. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que l'électorat du Front National, ces électeurs, ne sont pas sa propriété. Les électeurs du Front National ne sont pas le Front National. Et moi, quand je m'adresse à quelqu'un, je ne lui demande pas de quelle étiquette politique il vient pour pouvoir parler avec lui. Et je me satisfais que quelqu'un qui hésite entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon fasse en définitive le choix de Jean-Luc Mélenchon. Parce que sinon, expliquez-moi tous comment on fait reculer le Front National. Sinon qu'en convainquant ces électeurs. C'est ce que nous faisons. Ça veut dire que vous aviez un certain nombre de propositions sur l'Europe qui pouvaient séduire à la fois les deux électeurs. Quand on disait à Jean-Luc Mélenchon qu'il était assez proche des propositions de Marine Le Pen, ou à Marine Le Pen qui était assez proche des propositions de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur l'Europe, finalement, ça s'est prouvé avec le choix des électeurs. Mis à part une certaine contestation de l'Europe, et encore, on pourra en parler longuement, mais le Front National a un projet qui fait de la sortie de l'Europe une fin en soi. Nous, c'est pas ce que nous disons. Nous disons que l'Europe telle qu'elle fonctionne apporte certaines conséquences et qu'il faut instaurer un rapport de force pour en changer. C'est différent. Par contre, vous avez raison de dire que notre discours a porté, pourquoi? Je le disais, les électeurs du Front National ne sont pas tous d'affreux fascistes. Loin s'en faut. Ils expriment une colère dans le pays qui existe. Cette colère-là, il faut la reconnaître. Et il y a à cette colère deux issues. Une issue ethniciste, qui est le projet que porte le Front National, et une issue propulsive qui propose de relancer l'activité d'une autre manière, sociale, écologique. Et finalement, nous sommes l'expression de deux colères dans le pays, il ne faut pas le nier. Mais il y a une colère un peu rabougrie, même complètement, et une colère propulsive qui est la nôtre. C'est celle que nous essayons d'incarner. Et moi, je me satisfais chaque fois qu'un électeur est convaincu par nos propositions. Non, mais c'est vrai qu'il y a des colères dans le pays qui sont, je dirais, le fait de souffrance sociale. Donc, les Français vivent le déclassement pour beaucoup d'entre eux et ont peur pour leurs enfants. Donc, c'est quand même, on a des enfants qui font partie d'une génération, et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, je ne sais pas si c'était arrivé, qui ont peur de ne pas arriver au niveau de vie de leurs parents, et alors qu'on aspirait toujours à le dépasser. Donc là, aujourd'hui, on a quand même une véritable inquiétude, et qui se cristallise après derrière dans des réflexes politiques, des choix politiques. Le Front National est arrivé à capter, j'ai envie de dire, un électorat qui, pour beaucoup, a voté à gauche longtemps. On va pas se raconter l'histoire. Nous, on a une anecdote à Marseille qui est pas une blague sympathique, qui dit qu'un électeur du Front National, c'est un communiste qui s'est fait voler son autoradio 2 fois. Donc, je veux dire, mais la réalité, c'est que si tu n'as pas de réponse sociale et économique sérieuse, cet électorat en souffrance, il se réfugie par la protestation, par le désespoir. Et la France insoumise a eu ce mérite, c'est qu'elle a parlé à nouveau à cet électorat
qui semblait effectivement n'être entendu que par le Front National, parce que les sociodémocrates et les républicains de droite s'étaient un peu éloignés quand même de l'électorat populaire. Et là, effectivement, il y a un vrai travail. Après, ça ne veut pas dire que c'est gagné pour eux, parce qu'ils vont être jugés aussi sur leur activité d'opposition gouvernementale. Mais je crois très sincèrement qu'il y a aujourd'hui... Quelle est ta question, mon frère? Non, c'est pas une question, c'est parce qu'il parlait de porosité entre la France et le Front National. La porosité entre la France et elle n'est pas dans le programme, et ni dans les valeurs. Il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Adrien Quatennens, dans un instant, question pour vous sur ce qui se dit à l'Assemblée nationale, sur la réforme du statut de l'élu, des députés. Aujourd'hui, c'est nouveau député New Look tel que le pense Emmanuel Macron, et sur le fait que visiblement vous trouvez que le travail à l'Assemblée nationale, là, les députés de la France Insoumise, c'est un peu trop à marche forcée. À tout de suite dans le grand oral des GG. Nous sommes avec Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, première circonscription du Nord. Bon, alors, il paraît que les députés de la France Insoumise sont pas contents. Parce que le Parlement, ça va vite, vous travaillez la nuit, vous travaillez en commission, vous arrêtez à 3h du matin et vous n'allez pas avoir de vacances, Adrien Quatennens. C'est vrai ou pas ? Ça ne tient pas qu'aux députés de la France Insoumise, puis il faut modérer un peu le propos. Ce que nous disons, c'est que on prétend rapprocher les élus et les pratiques politiques de la grande masse du peuple français. Bon, là, aujourd'hui, on est dans le cadre d'une session extraordinaire. Bon, là, on commence à en voir les bords, mais il y a encore quelques jours, on ne les voyait pas bien. C'est vrai que nous sommes arrivés à l'Assemblée, ce qui était mon cas, en novice. Et à peine arrivé, il fallait déjà légiférer sur des textes d'ampleur quand même. Enfin, vous reconnaissez que le code du travail en plein cœur de l'été, c'est pas anodin tout de même. Enfin, vous saviez aussi, quand vous êtes présenté à la députation, un engagement de campagne. Vous saviez où vous alliez. été élu. Mais le fait que ce soit un engagement de campagne ne retire rien en fait qu'on puisse discuter du bon sens de ces engagements. Et voilà, pour moi, c'est significatif le fait qu'au beau milieu de l'été, à un moment, on le sait bien, où les Français ne sont pas le plus attentifs à l'actualité politique. Il se passe ce phénomène et on nous demande avec des moyens qui étaient limités. Enfin, il faut voir quand même que la première salve d'amendements sur le texte du Code du travail, c'était à peine, je caricature à peine si je dis qu'on travaillait dans l'escalier, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de bureau, on n'avait pas encore de collaborateurs et il fallait légiférer sur un texte qui était le texte sur lequel on avait fait campagne pour dire qu'on se battrait contre lui. Bon, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que effectivement, on a eu le sentiment, et partagé d'ailleurs, hein, c'est pas propre au groupe La France Insoumise, d'être en quelque sorte un peu assigné à résidence au bon vouloir du gouvernement, quoi. C'est-à-dire que le gouvernement veut absolument que ces textes passent rapidement pendant l'été, et donc nous, on est à sa disposition. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, finalement, ce soir, c'est-à-dire jusque très tard, demain, c'était pas prévu, mais on y va. Alors moi, je relativise de propos, hein. Je suis très content du travail que nous menons. Je me plains pas du fait qu'on a travaillé, c'est tout le contraire. Simplement, il y a une réalité humaine derrière tout ça. Et encore une fois, je le redis parce que je connais les commentaires. Je sais que plein de Français ne partent pas en vacances, etc. Et d'ailleurs, tout le monde parmi nous ne partira pas en vacances. Mais certains d'entre nous ont des familles, ont des enfants jeunes. Et à un moment donné, il est de bon ton qu'on puisse se poser un peu. Et par ailleurs, il y a la question du fait que nous avons enchaîné 18 mois de campagne ininterrompue. Vous le saviez. Non, mais bien sûr, on le savait. Simplement, ce qu'on dit. C'est pour ça que je à la députation ensuite. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est pour ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais... Moi, je ne me plains pas. Je me plains pas du rythme parlementaire. Simplement, on estime qu'à un moment donné, il y a une limite et que là, on est en train de l'atteindre. Les camarades des GG, ils ont un peu de mal avec. Vous discutez. Non, mais vous discutez avec tout le monde, La République en Marche, n'importe qui. Vous allez voir, ça tire la tronche, hein, honnêtement. Oui, enfin, mais vous expliquez, vous sortir de 18 mois de campagne. Moi, je sors de 4 ans d'internat et 3 années d'exercice libéral où je travaille le soir, la nuit, le week-end, et je ne pleure pas en disant, écoutez, mon travail est difficile, je travaille jusqu'à 2h du matin. Il m'est arrivé de faire des gardes de 24 heures d'un dimanche, d'être sous-payé, mais c'était le système vous avez raison. qui voulait ça. Et derrière ça, de me dire, on a fait un peu démagogique, mais 18 mois, décidément, je pense que cet argument, il faudra un petit peu le changer. Mais dire qu'on a besoin de 15 jours de vacances. C'est le vôtre. Hein. J'utilise vos propos pour vous montrer à quel point c'est absurde. Mais si on peut parler de fond, je trouve que vous êtes aussi une sorte de lueur d'espoir parce que je me rends compte qu'on peut parler de n'importe quoi en ne sachant pas grand-chose sur certains sujets. Je prends l'exemple des dépassements d'honoraires à l'hôpital. Alors moi, je suis secteur 1, c'est-à-dire que je ne pratique pas de dépassement d'honoraires, donc je ne prêche pas pour ma paroisse. Et vous avez dans une tribune à l'Assemblée nationale évoqué les dérives de certains praticiens hospitaliers qui utilisent des infrastructures pour faire 20% d'activité libérale dans le cadre de leur activité qui est en plus ses salariés. Et ce que vous oubliez de dire, c'est que ces professeurs de médecine qui ont dédié leur vie, leur carrière à l'université, ils ont été recrutés, mais
à la base, on a créé les centres hospitaliers universitaires dans les années 50. Les CHU. Et les CHU. Et pour les attirer, on s'est dit, au lieu d'aller travailler dans le privé, dans les cliniques, d'aller à l'étranger, on va essayer de leur donner une petite carotte pour valoriser le système de soins français. Et ces grands professeurs viennent transmettre leur savoir, font de la recherche, font de l'enseignement public, dispensent des soins à tout le monde, qu'on soit très pauvre, très riche, et du coup ont droit à 20% d'activité à l'hôpital en tant que libéral et de pratiquer des tarifs qu'on dit secteur 2. Et ce que vous oubliez, c'est que si on écoutait la France Insoumise, je pense que notre modèle de santé serait digne de l'ex-URSS. Mais regardez, vous êtes en train de faire une belle démonstration, et vous voyez, je m'excuse, mais je suis en train de vous écouter avec attention. Mais honnêtement, là, c'est vous qui vous moquez du monde. Vous faites de la démagogie. Vous voyez ce que vous venez de dire? Vous avez l'impression d'avoir quelqu'un de l'URSS, là? Regardez-moi, j'ai un couteau entre les dents. Non, mais parlons raisonnablement. J'essaye de vous écouter, vous voyez, et de faire preuve de bonne foi. C'est vous qui êtes dans la démagogie. Mais non. Je vais m'apprêter à vous répondre sérieusement, mais vous voyez, c'est vous qui faites j'écoute la France Insoumise et cette tribune que vous avez eue, il faudrait... Vous allez finir au goulag, c'est ça, hein? Bah, faut croire. Il faudrait empêcher ces médecins de pratiquer l'activité libérale. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces médecins-là? Ils vont aller dans le public. Ils vont plus aller dans le public, ils vont aller dans le privé. Ils vont s'expatrier à l'étranger où leur renommée française va leur permettre de travailler encore plus, de gagner plus. Vous ne voulez plus de médecine libérale? On va tuer la médecine libérale et on va tuer finalement le fleuron de l'université française. On revient à la loi travail ensuite. Je vous réponds. L'intervention dont vous faites écho à l'Assemblée vient du fait, effectivement, là c'est un périmètre restreint. Vous parlez de la médecine libérale qui exerce dans le cadre de l'hôpital public. Oui. La réalité aussi derrière, c'est des horaires et des prises de rendez-vous qui sont de plus en plus longues, vous le savez aussi sans doute. Soyons raisonnables. Le fait que quand vous avez plus de moyens, parfois, vous êtes un peu favorisé sur les délais, sur le fait d'avoir accès à la santé. Moi, vous défendez les médecins et vous avez raison, il y a des faits qui sont... Attendez, je termine. Au travers de ces mesures... Voilà, mais il y a des choses que vous venez de définir qui sont une réalité incontestable. Moi, ma priorité est une autre, qui est de dire qu'aujourd'hui, plus de 3 Français sur 10 renoncent à se soigner. Et vous mélangez, pour des soucis d'argent, mais vous mélangez tout, les frais dentaires, les frais d'optique et les frais médicaux. Je suis désolé, les délais d'intervention à l'hôpital, si vous voulez vous faire opérer d'une vésicule biliaire, un exemple tout bête, vous pouvez avoir 3 mois, 4 mois, 5 mois d'attente. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'urgence à vous opérer. Si vous avez besoin d'une chirurgie en urgence, vous l'aurez dans l'hôpital public, grâce au système de santé. Donc dire qu'il y a de l'attente, certes, mais souvent pour des opérations qu'on peut différer, et l'urgence, elle est traitée. Donc n'oubliez pas qu'en cassant ces grands professeurs qui, certes, vont gagner plus leur vie. Ils permettent de former les internes, ils permettent de soigner les patients. Et la France, on a un système universitaire et hospitalier formidable. Je ne casse pas. Mais vous souhaitez le casser en parlant des 7%, des 60 000 médecins qui font ce genre d'activité. C'est un sujet. Moi, écoutez, on peut être en désaccord et assumer un désaccord tranquillement sans se caricaturer. D'accord ? Assumons-le. Non, mais c'est vrai. Assumons un désaccord. Il est politique. Il est politique. Moi, je considère que, au vu de où en est l'hôpital public aujourd'hui, quand on voit la tension dans laquelle les gens bossent, les services d'urgence, comment ça se passe et l'accès et l'accès aux soins. Moi, je considère effectivement que des gens fassent de l'argent avec des dépassements d'honoraires qui bien souvent sont discutables. Non, attendez. Qui bien souvent sont discutables, dans un cadre en plus où c'est l'argent public qui finance les murs, qui finance les équipements, et discutable. Une redevance, cet argent ne coûte pas de l'argent, ça ne coûte rien à la sécurité sociale, les patients avancent et remboursés par la mutuelle. On peut ne pas être d'accord. Ils soignent beaucoup de patients étrangers. Bien sûr, mais attendez. Mais encore une fois, ne me prêtez pas de propos caricaturaux, j'exprime un désaccord politique. Moi, je considère que la santé, aujourd'hui, devrait être bien davantage remboursée, devrait coûter moins cher. Je vous l'ai dit, 3 Français sur 10 renoncent à se soigner. Aujourd'hui, il faut voir une chose. Le financement, la prise en charge de la sécurité sociale a tellement reculé, ça vous pouvez le reconnaître, qu'aujourd'hui, en France, vous ne pouvez pas vous soigner correctement sans souscrire à des mutuelles qui sont onéreuses. Tout le monde ne peut pas le faire. Le problème, c'est le dentaire et l'optique. Tout le monde ne peut pas le faire. Le médecin généraliste à 23 ou 25 euros, tout le monde peut y accéder avec les aides dont on propose. La rentrée de septembre se fera dans la rue contre la réforme de la loi travail, puisqu'aujourd'hui l'Assemblée a donné son feu vert et le gouvernement pour employer les ordonnances. Elle se fera dans la rue, la rentrée? Il va le falloir, nécessairement. C'est-à-dire que là, nous avons fait, vous l'avez vu, on n'a pas déserté le travail parlementaire. Non. On a tenu la tranchée jusqu'au bout. On s'est aussi servi de l'Assemblée, il faut bien le dire, pour décloisonner le débat et faire en sorte que nos interventions puissent résonner à l'extérieur, parce que de notre point de vue, et ça tient à la période estivale, j'en parlais, il y a un décalage entre la tonalité de ce qui se discute à l'Assemblée et ce qu'il y a dans le pays. Il faut voir que là,
des gens vont rentrer de la plage, pour ceux qui ont la chance d'y aller, et découvrir que le gouvernement est habilité à légiférer sur à peu près tout ce qui concerne le droit du travail. L'ordre juridique et social de 18 millions de personnes qui bossent dans le privé a été, en quelques jours, complètement en capacité d'être retourné en tout cas. Donc oui, vous avez raison, nous serons derrière les syndicats. Plus de souplesse et plus de liberté aux entreprises qu'elles gèrent elles-mêmes avec les salariés. C'est ça la volonté de la réforme. On peut en parler longuement. Et là, si on a le temps d'en parler quelques minutes. Plus de liberté aux entreprises. Le problème ne se résume pas à là. Quelle est la motivation de cette loi ? On nous dit, c'est ainsi qu'on va lutter contre le chômage et gagner en compétitivité. C'est une vue de l'esprit, voilà ce que je dis. Il n'y a pas de corrélation entre la baisse des protections des salariés d'une part et la baisse du chômage. C'est faux. Et d'ailleurs, le quinquennat précédent en a fait la démonstration. Aujourd'hui, les entrepreneurs qu'on rencontre, moi je n'en connais pas, qui nous dit que le problème réside dans le code du travail. Par contre, tous, sans exception, me disent que le problème réside dans le fait que les carnets de commandes se vident et qu'il y a une atonie de l'activité. Atonie de l'activité qui tient notamment à l'hyper-financiarisation de l'économie. Quand vous avez des taux de rendement exigés de 10 à 12%, vous ne pouvez pas investir sur le long terme. Donc il y a des problèmes en matière d'économie, il faut un plan de relance de l'activité, mais certainement pas casser le code du travail. Ça va permettre peut-être de faire en sorte que le chômage baisse artificiellement. Qu'est-ce qu'on veut ? Les jobs à 1 euro ? Un statut où vous levez le matin, vous allez au boulot, vous ne savez pas s'il y a du boulot pour la journée, si demain vous allez devoir bosser. C'est ça finalement l'enjeu. C'est pas de mettre en place des jobs à 1 euro. Ce sera la conséquence. C'est de faire en sorte que tout puisse se discuter au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on disait qu'on a avec ce projet de loi un code du travail par entreprise, c'est bien ce qui va se passer. Et après, il y a un côté très vicieux. Regardez un peu ce qui se passe sur les dommages et intérêts. Vous avez suivi quand même ? On parle de plafonner les dommages et intérêts pour licenciements abusifs. Non, mais il y a quand même une démarche qui est intéressante. Que le cœur des négociations et du dialogue social ait lieu dans l'entreprise, c'est une réalité. Alors, moi, personnellement, je suis vraiment pour la primauté de l'entreprise par rapport à la branche. Et je vois bien qu'il y a un compromis qui se dessine. Comme finalement, on veut faire plaisir à M. Mailly, à FO, finalement, maintenant, on ménage. On voit très bien, il y a un peu de tactique là, de la part de Mme Pénicaud. Mais je peux vous assurer, moi je suis un entrepreneur. Vraiment, dans l'entreprise, on peut régler des tas de problèmes. Sans doute, mais l'axe de la loi, en tout cas, moi, je suis en désaccord politique avec le fait que l'accord d'entreprise ait à passer par-dessus la branche. Ça m'a pas échappé. C'est un point de désaccord. Nous sommes en désaccord. Mais cette manière de voir les choses, que je ne vous conteste pas, c'est votre droit le plus complet, à mon sens, nie le rapport de force qui existe en entreprise et le lien de subordination qu'il y a entre l'employeur et le salarié. Vous êtes entrepreneur, vous savez donc, à moins que votre entreprise soit vraiment particulièrement novatrice, vous savez qu'un salarié n'arrive pas le matin à l'entreprise en disant à son patron « Tiens, aujourd'hui, nous allons dialoguer socialement de mon salaire, parlons-en. » Non, il y a une négation du lien. Vous savez bien que d'une entreprise à l'autre, les rapports ne sont pas les mêmes entre les grands groupes, les entreprises à 30 salariés et celles à 5 salariés. Mais nous avons aujourd'hui le grand tissu entrepreneurial en France sont des entreprises qui ont entre 1 et 10 salariés. Justement, celle-ci, je vous prie de le croire. En tout cas, moi, je demande à rencontrer. Demande à rencontrer les chefs d'entreprise qui me disent le contraire. Celles que vous évoquez, notamment les PME et les TPE, que notre programme par ailleurs valorise. Je vous rappelle quand même que le programme de la France Insoumise, c'est aussi de baisser l'impôt sur, oui, vous l'avez entendu, baisser l'impôt sur les sociétés pour les PME, parce qu'il y a un grand décalage entre les PME et les grands groupes. Mais les entreprises que vous parlez, leur problème, je vous prie de le croire, c'est l'activité, c'est pas le code du travail. Donc on prétend, l'activité et la fiscalité. C'est pour ça que votre proposition de baisser les impôts pour les PME, oui. Il y a un véritable problème de fiscalité. Sur les PME, oui, parce que les multinationales, on a parlé tout à l'heure de Google, payent quasiment pas d'impôts. Oui, les PME, oui. Il nous reste 2 minutes, Karim. Non, mais c'est vrai que si on rencontre de nombreux chefs d'entreprise, on arrive à dire 2 choses. D'abord, il est nécessaire de faire une distinction entre les grands groupes et les PME et les TPE, parce que ça n'est pas la même vie. C'est-à-dire que le patron de PME et de TPE n'est pas un gestionnaire au sens où peut l'être un patron d'une grande boîte. Parce que le patron de PME et TPE, il a une gestion des ressources humaines au quotidien, en direct. Il n'a pas de directeur juridique, il n'a pas souvent de DRH. Donc c'est lui qui fait tout en direct. Donc il faut prendre en compte effectivement, de mon point de vue, un système dérogatoire pour les PME et les TPE. Donc sur le plan fiscal. Mais je vais même plus loin, sur le plan des charges. Ce qu'on dit les carnets de commandes, évidemment que c'est les carnets de commandes qui fait la vie d'une entreprise. Mais il y a aussi le poids des charges. De nombreux chefs d'entreprise que je connais, qui sont des copains ou pas, me disent « Moi, j'aimerais tellement mieux payer un peu plus mon salarié, parce qu'il contribue avec moi à la création de richesse. Donc, c'est un partenaire. Donc,
plutôt que d'avoir le taux d'imposition en charge que j'ai, qui me met des coups sur la tête et qui me donne peu de marge de manœuvre, donc pour, j'avais de dire, le récompenser ou le valoriser ou marquer une preuve de respect. Donc il va falloir à un moment donné que peut-être la France insoumise dans l'opposition, en tout cas que le gouvernement, j'espère, prenne en compte cette dimension. Les charges sur le travail, elles sont trop importantes, et notamment pour les petites et moyennes entreprises à qui il faut donner de l'oxygène et des marges de manœuvre. Juste la dernière question de Jacques, et puis ensuite, pour vous signaler simplement à l'instant la dernière info dans l'actualité, que la Liga a rejeté le paiement de la clause libératoire de Neymar. C'est-à-dire ce sont les instances du football espagnol qui rejettent la clause libératoire, les 222 millions. Ce qui veut dire que le feuilleton est fini. Ta dernière question, Jacques. Oui, le Venezuela est un pays de référence pour vous. Est-ce que le Venezuela est encore une démocratie? Et puis une deuxième question, j'ai vu que Macron voulait un petit peu jouer les bons offices avec notre ambassadeur. Est-ce que vous soutenez cette initiative du président de la République? 30 secondes. Ah non, le Venezuela en 30 secondes, c'est pas possible. Ah bah, il faut essayer de répondre quand même. Est-ce que c'est encore une démocratie? Le problème avec le sujet du Venezuela, c'est d'abord vous nous prêtez de fausses intentions, vous dites voilà, c'est un modèle pour nous. Non, nous avons effectivement certaines sources d'inspiration dans ce qui a pu être fait. De Jean-Luc Mélenchon, oui, non, mais il l'a été. Oui. Il l'a été. Le Venezuela. Castrisme. Non, mais attendez, encore une fois. Puis en plus, sur le Venezuela, il faut toujours commencer par cotiser au fait, pour pouvoir en parler, que nous ne soutenons pas la violence en politique. Donc je le dis, on ne soutient pas la violence politique. Tout le monde m'a entendu. Le problème du Venezuela aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout une grave crise économique. Vous avez eu 1000% d'inflation dans ce pays depuis que le baril de pétrole a chuté. Et c'est pas la faute à une mauvaise gestion. Ce qui se passe maintenant, non. Ils avaient tout misé sur la rente pétrolière. Attendez, oui, certes, mais voyez quand même que ça, c'était Chavez. Voyez quand même que c'est comme si l'État français perdait grosso modo 455 milliards dans les caisses. Donc partant de là, il y a déjà une difficulté après à pouvoir avoir des marges de manœuvre. Diversification de l'économie, des choix politiques. En tout cas, il y a eu plein de politiques redistributives. Il y a eu bien sûr, il y a eu plus d'alphabétisation, etc. Moi, ce que je vois aujourd'hui au Venezuela, c'est une confrontation parce qu'on a une opposition qui est insurrectionnelle, il faut le dire quand même. Il n'y a pas d'apaisement non plus du côté de l'opposition. Vous avez des flics qui sont brûlés à l'acide. Vous avez des chavistes qui sont immolés en pleine rue. Donc, il y a des parlementaires de l'opposition. On pourrait parler longtemps du Venezuela. Moi, on m'a fait plein de caricatures. Le problème qu'on a, c'est que c'est un débat de temps long et il faut accepter que tout n'est pas noir ou blanc et que entre les deux, il y a des nuances de gris pour pouvoir discuter. Mais on ne répond pas à la violence par la violence. On est bien d'accord. C'est ce que fait le gouvernement du Venezuela, c'est ça qui est dommage. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir passé le grand oral des GG.